Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine. Un épisode un peu spécial pour conclure cette année 2025, deuxième année du podcast qui a été bien bouleversée dans tous les sens au niveau du rythme, au niveau du format, au niveau de ma vie perso. Et donc là, on va voir un petit épisode tranquillou pour terminer cette année, où on va parler vite fait de l'année qui vient de s'écouler, refaire le tour de quelques œuvres qu'on a pu traiter, parce que j'ai littéralement traité toutes les œuvres dans les différents épisodes de cette année, donc vous n'avez normalement rien raté. Et pourquoi pas parler un chouille de 2026. Donc petit épisode de tranquillou, full discussion, un peu moins poussé que d'habitude. J'ai eu l'idée et l'envie en voyant quelques bilans par-ci par-là. Et comme je suis motivé et que j'ai le rythme ok pour cette semaine et la semaine prochaine, la semaine 52 est sortie aujourd'hui, ça sort vendredi. Il me restera la semaine 1 à faire pour dimanche. Ensuite, la 2 est prête pour mercredi prochain. La 3 est prête pour vendredi prochain. Et on pourra faire la 4 petit à petit cette semaine. Pour dimanche prochain, on sera à jour, on aura le bon rythme. Et donc il nous reste 2 épisodes à enregistrer, et j'aurai sans doute un peu plus de temps à consacrer à Komorebi hors podcast. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, à me parler de votre année 2025, de vos tops, de vos flops, de vos trucs perso que vous pouvez partager, genre vos réussites par exemple, un truc comme ça. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Bon visionnage! Tout d'abord, on va pouvoir parler un petit peu de la partie perso et des trucs cool de mon côté. Tout d'abord, en janvier, on a pu récupérer nos affaires qui s'étaient fait voler en Italie pendant notre voyage professionnel. Ça, c'était cool. Parce que bon, il y avait quelques objets, c'était pas très grave. Il y avait les papiers, c'était chiant. Et il y avait un souvenir d'un proche, c'était emmerdant de le perdre. On a pu tout retrouver grâce à l'aide de la police italienne. C'est très cool, on a tout récupéré, ça fait plaisir. J'étais en poste quelque part depuis septembre jusqu'à février. Mais le 20 janvier, on est arrivé à la fin de ma période d'essai. Je crois qu'il restait un petit temps d'ailleurs. Et on s'est retrouvé dans une super situation agréable et réconfortante pour moi, qui est que le chef a dit bon, ben tu dégages aujourd'hui, et le mois de préavis, tu le passes chez toi, je préfère. Et c'est triste de faire ça comme ça, parce que bon, qui me dégage, parce que je correspond pas au caractère qu'il voulait, mais qui me dégage et qui préfère que je sois chez moi à ne rien faire et à être payé pendant un mois, ça c'est vraiment terrifiant, tu vois. Voilà. C'est... On a fait avec, on a fait avec. Oh! Et j'ai eu un accident de voiture aussi en janvier. En allant à ce boulot-là. Premier jour, il y a du verglas, paf, dans le fossé, du côté opposé de la route, donc heureusement qu'il y avait personne en face. Que de la casse voiture. Finalement, j'ai une meilleure voiture pour pas très cher, donc encore une fois. Après, petite période de haut chômage pendant 5 mois, avec 2-3 lives par semaine, pas mal de temps consacré à la ZILAN, entraînement pour les qualifs, qualification avec un niveau de merde et tenue à jour de mon fichier récapitulatif des résultats de toutes les ZILAN. Et en juin, j'ai trouvé un poste où j'ai signé pendant un mois. J'y suis toujours aujourd'hui en intérim. Il me reste un mois minimum parce que ils ont trouvé quelqu'un pour prendre mon poste en interne, mais ils ont encore trouvé personne pour remplacer cette personne. Ce qui fait, à partir du moment où elle sera trouvée cette personne, il y aura 2 semaines pour la former et moi 2 semaines pour former ma remplaçante. Ça fera un mois quoi qu'il arrive. Donc, il me reste minimum un mois. Mais le problème, c'est que j'ai un visu euh, de un mois constamment depuis juin. J'ai quand même pu, hop, venir dans cet appart, changer de rythme, m'ajouter une séance d'escalade en plus dans la semaine, ça fait très plaisir, même si physiquement, ouais, je le sens, hein, j'ai 2 doigts qui ont pris cher. Si on regarde là, on devine un peu, lui, je peux plus le plier, comme les autres. Tous les autres, ils touchent la pomme, lui, il plane au-dessus là.
Et je commence à avoir la même chose de l'autre côté qui arrive. C'est assez inconfortable. Mais bah, je prends un plaisir fou à l'escalade. Pas pour rien que je fais 3 séances par semaine, que je vais dans 3 salles différentes, que je fais les compètes qu'il y a dans les alentours à 2 heures de route, même les régionales, où je me fais défoncer la gueule parce que ben, j'apprends en autodidacte et dans une salle qui est pas très poussée dans le style des compètes actuelles, mais c'est cool. Et oui, bah globalement, le rythme a été compliqué à trouver un peu toute l'année. Dans le premier contrat de l'année, j'étais en fin de contrat, donc j'avais plus ou moins trouvé mon rythme et j'avais de quoi bosser un peu. Au chômage, j'étais pas assez embêté pour casser le rythme, donc j'étais tranquillement. Et depuis la prise de poste en juin, j'ai eu du mal à trouver mon rythme. Déjà, bon, première installation seule, premier déménagement avec 1 milliard de mangas à déplacer, ça a pris du temps et de l'énergie. Et ensuite, ben, le boulot, la maison à gérer, le sommeil, Komorebi en retard, l'escalade, il y avait plein de trucs à gérer en même temps, c'était compliqué. Mais voilà, fin 2025 et les vacances, ça m'a aidé à me poser, à me recentrer sur ce que je voulais faire, et à me donner des idées de rythme qui collent plutôt bien hein, pour l'instant. Et évidemment, gros bisous à toute ma famille, trop forte, pleine d'amour et de soutien en tous les sens. Ensuite, pour ce qui est de Komorebi, la chaîne principale vu la naissance de a vu la sortie de 23 vidéos, souvent des problèmes de rythme dans leur sortie. Quand c'était mensuel, mes œuvres de tel mois, janvier, enfin les épisodes de décembre, janvier, février, mars, avril sont sortis dans un timing plutôt correct. Juin est sorti quasiment un mois en retard. Et ensuite, rattrapage par semaine, ça a pris un temps fou pour être à nouveau à jour. On a eu un petit moment où on avait bien le rythme global, en tenant bien un épisode par jour. Et en fin d'année, ça a disparu. De novembre à la fin d'année, il n'y a rien eu. Tout ça pour un total de 913 vues, 190 heures de visionnage et un nouvel abonné. Waouh! Sur la chaîne de replay, je ne vais pas compter le nombre de vidéos, mais il y en a eu très régulièrement, on va pas se le cacher, quasiment une par jour la plupart du temps, de janvier au 30 mai, où il n'y a rien eu depuis, pour un total de 90 000,7 non, 90 000,7 vues, pour 1,2 millier d'heures de visionnage et pour 48 abonnés en plus. Ça c'est bien, ça a bien marché, ça a bien tourné. C'est pas de janvier à mars, mais de mars à mai, quand j'étais vraiment à fond dedans, en fin de période de chômage, et que ça a bien tourné et tout, ça a bien avancé. Dommage de voir tout stopper comme ça, parce qu'il n'y avait plus le timing et le rythme, tout simplement. Parce que pour les lives, en 2025, il y en a eu 35, étalés donc du 23 janvier, après le retour de la pause qui avait commencé début septembre. Et ensuite, c'était assez régulier jusqu'au 26 mai. Et il n'y en a pas eu un seul depuis, ça fait un sacré moment maintenant. C'est ma plus grosse pause de stream depuis que j'en fais à peu près régulièrement depuis 2020. Ça représentait donc 133 heures en live pour une moyenne de 3h48 pour chaque live. On a fait pas mal de trucs différents cette année avant de disparaître. Des tests de démo, du Vampire Survivors, des lectures de Jump, du Capybara Spa, du Batman Arkham Knight, du Celeste, du Mini Royal, du Party Animals, du Ultimate Godspeed, du Chain Together, ça déjà dit, pour tester les jeux des qualifs de la Zilan, du Speedrunners, du V-Rising, du Warcraft 3, du Chain Together pour tester les autres jeux de la Zilan. On a fait Star Fox Adventures, on a fait du Trackmania, on a testé Upgun, et après on a pas mal discuté de tout et de rien, d'escalade, de manga, de cinéma. Ça manque,
Ça manque. Nous arrivons enfin aux œuvres que j'ai découvert en 2025. Ça représente 398 œuvres, 3 BD, 3 romans, ce qui est largement ce que je découvre le moins, 15 séries parce que c'est long, 19 jeux vidéo parce que c'est long, 46 comics, à peu près minimum 3 par mois, plus que quelques bonus par-ci par-là. 82 films avec un rythme super aléatoire et 230 mangas, c'est vraiment notre œuvre principale. Ça nous fait environ 33,7 œuvres par mois. Le mois où j'ai le moins découvert, c'est en juin. J'ai lu 8 mangas et c'est tout. En même temps, bah, prise de poste et déménagement, j'ai pas eu vraiment le temps. Le mois où j'ai le plus découvert, c'était en janvier avec 56 œuvres. Je sais pas comment c'est possible que ce soit pas pendant la période de chômage, mais pendant mon dernier mois en poste en début d'année. Je sais pas comment j'ai vu 22 films dans le mois, c'est une dinguerie. Pour les BD, j'ai lu bah, juste en avril, en septembre et en novembre, donc c'est un peu réparti. Pour les comics, c'est allé de 0, en juin-juillet quand j'avais pas le temps, jusqu'à 10, quand j'ai rattrapé juin, juillet et août. Les films, ça allait de 0, en juin et en septembre. Bon, juin, on sait pourquoi, septembre, je sais pas pourquoi j'ai disparu que ça. Pour 22 en janvier, je sais pas comment j'ai fait. Jeux vidéo, j'ai rien terminé de juin à septembre, en même temps j'ai joué à quasiment rien. Vite fait sur la Switch, mais avec un rythme catastrophique. Et 5 en mars, c'est les tests de la Dylan, ça va rapidement parce que je vais pas très en profondeur. Les mangas, c'est allé de 2 en août. Comment j'ai lu aussi peu de mangas, je n'en sais rien. Jusqu'à 37 en avril. J'essaie d'en lire un par jour, hein, ou un comics à la place, mais 37 c'est énorme. Les romans, 3. Janvier, février, mars. Et depuis rien. Et les séries, 4 en mai, 4 en juillet. Pourquoi spécialement ces mois-ci, j'en sais rien. Et 0 en mars, juin, septembre et octobre, parce que voilà, c'est assez irrégulier, on sait pas quand j'en termine. Et donc on va faire un petit tour rapidement par les différents médiums qu'on a eu au cours de l'année, par ordre de récurrence. Donc ça sera, si je ne m'abuse, BD, puis roman, puis séries, jeux vidéo, comics, films et manga. On va juste faire un tour rapidement de ce que j'ai découvert et remettre en avant les gros flops et les grosses réussites. Tout d'abord, pour les BD, on n'aura pas de top. Il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. Mais on aura un flop qui est le tome 6 de Witch Memory. Et je me sens un petit peu mal, on va pas se le cacher. J'ai vraiment passé un horrible moment, je comptais pas le lire à la base, j'étais plus du tout dans le mood, parce que j'avais juste acheté après avoir oublié et avoir revendu les précédents. Mais bon bah c'était compliqué, j'étais pas dedans, j'ai pas passé un bon moment, ça pique un peu. Et le problème c'est que l'auteur est tombé sur l'épisode où j'en parle. Il est trop content, il voit la vidéo par hasard, il se dit tiens, quelqu'un parle enfin de Wish Memory sur YouTube, allons voir ça. Et il trouve que la critique est super rude. Il est content que j'ai argumenté et que j'ai bien descendu son histoire, mais effectivement, ça doit faire un sacré coup au moral de enfin trouver une critique et de se faire descendre comme ça. Là-dessus, je me sens un peu mal, mais j'ai vraiment pas passé un bon moment, on va pas se le cacher. Donc je peux pas faire autrement. Si j'ai pas passé un bon moment, faut que je le dise. Côté roman aussi, on n'avait que 3 œuvres, donc ça va être rapide. Pas de top non plus. Il faut que je mentionne Marche ou Crève, que j'ai lu de Stephen King, qui fonctionne. Les enquêtes d'Hercule Poirot d'Agatha Christie, qui était pas son meilleur parce que c'est un rassemblement d'histoires courtes. Et malheureusement, il faut que je parle vraiment de Secret de Chimneys, qui est vraiment un gros flop pour moi. Encore de Agatha Christie, mais trop poussé et donc incompréhensible, trop de faux semblants, trop oubliable. Et c'était une très mauvaise conclusion, ce premier gros volume d'une dizaine de romans d'Agatha Christie.
Et va falloir du courage parce que j'en ai encore 8 en attente là juste au-dessus de ma tête, je crois. J'ai un peu abusé, il y en a que 7 qui attendent. Autant pour moi. Et je me rends compte que j'ai oublié de mentionner Tom est un con et Astérix aux Lusitanie côté BD. J'avais rien à dire, mais au moins mentionner leur existence. Côté série, j'en ai donc découvert 15. Je ne peux pas vraiment faire de classement parce qu'il y a une seule série où j'ai vu 2 saisons. Une que j'ai bien aimée, une que je n'ai pas aimée. Ce qui nous fait donc une moyenne, pile à la moyenne. Donc c'est pas si pire au final. Celle-ci c'est donc Squid Game. Parce que j'ai vu les saisons 2 et 3 cette année. Sinon j'ai vu Arcane saison 2, Daria saison 1, LOL Kiri sort saison 5, South Park saison 26, What If saison 3, la semaine... Doctor Who Disney saison 2, Moot Moot saison 1, Flippé saison 2, Rick et Morty saison 8, et 100% Physique Asie saison 1. Mais il y a également 2 trucs très flopesques que j'ai vus, et pour des raisons assez similaires, que sont Last Man saison 2 et Alice in Borderland saison 3. Les deux sont des saisons que j'ai découvert très longtemps après les précédentes, soit parce que j'ai traîné en découvrant la saison sur plus de 1 an, ce qui est pas terrible avec 8 épisodes, soit parce qu'il y a eu 3 ans d'écart depuis la saison précédente. Last Man, je trouve ça compliqué, je suis pas dans les personnages, j'arrive pas à savoir ce qu'ils veulent dire, et on n'est pas aidé par le fait de n'avoir que un épisode par personnage, ce qui fait qu'une fois t'es dedans, tu le vois plus. Et t'arrives pas trop à deviner quel est le plan global de cette saison. Et pour Alice, c'est que c'est pas vraiment nécessaire de retourner dans Borderland, que les jeux sont nuls et que les personnages sont inexistants. Peut-être que c'est assez violent, mais bon, j'en parle plus dans l'épisode concerné. C'était pas un bon moment. Et en parlant de un bon moment, gros top cette année avec Bref 2. J'ai passé un super moment en famille. Je l'ai regardé en duo avec mon frère, si je m'abuse. Et j'ai pu en discuter dans tous les sens parce que mon père et ma mère regardaient de leur côté, ma soeur regardait de son côté. C'était très cool. J'aime bien. Bref, saison 1, c'est pas un banger. Mais tout le travail de Kian et Navo depuis, j'adore. Le podcast Un bon moment, trop bien. Les 2 one-man show de Kian sont trop forts. Bloqué, c'est cool. Serge le Mytho, c'est cool. J'aime bien ce qu'ils font. Et Bref 2, j'avais aucune attente dessus. Ils ont bien fait évoluer le format, c'est très réfléchi. Il y a des bonnes remises en question, des bons rythmes, du gag, de l'émotion, des super idées visuelles, ça marche trop bien, j'en ai encore plein de souvenirs, ça fait trop plaisir de regarder quelque chose comme ça. Ensuite, pour ce qui est jeux vidéo, on a terminé, entre guillemets, parce que ceux de la Zilan, j'ai pas terminé. 19. On a eu 3 arcs différents. Donc par exemple sur Switch, on a joué à WarioWare Move It, à Kirby le monde oublié, à Donkey Kong Bonanza, Kirby le pays des étoiles filantes, Legend Pokémon ZA, Kirby Air Riders, et Nintendo Switch 2 Welcome Tour, dont je n'ai pas encore parlé parce que c'est dans l'épisode de la semaine 1, qu'il faudrait que j'enregistre. Donc vous aurez mon avis complet dans 2 jours sur le jeu. Oh le teasing de dingue. De dingue. On a eu un arc stream, où j'ai terminé Capybara Spa et Star Fox Adventures, et un arc découverte des jeux de la Zilan, avec Mini Royale, Party Animals, Ultimate Godspeed, Speedrunners, V-Rising, Warcraft 3 Reforged et Upgun. Il nous reste 3 jeux que je n'ai pas cités, 2 dans l'arc Switch et 1 dans l'arc Zilan. Gros flop de l'année avec Drag X Drive. Ça me fait plaisir de collectionner tous les jeux de la Switch 2 mis en avant par Nintendo sur leur site Nintendo France. Donc c'est surtout des produits purement Nintendo et pas tous les trucs tiers. J'aime bien faire la collection, j'aime bien les découvrir. Il y a eu du moyen avec le Pays des étoiles filantes de Kirby et du très bon avec Bonanza, Pokémon ZA et Kirby Air Riders. Et là, c'était horrible. Du basket en chaise roulante,
le gameplay qui peut être pas mal à bouger sa souris en la faisant soulever de la table en boucle, c'est hyper précis. Le problème, c'est que c'est immaniable. Je sais pas si c'est parce que je ne joue pas assez à la souris, ou si c'est parce que c'est une souris verticale sur ton pantalon ou sur le sol, mais je trouve ça hyper inconfortable à contrôler. C'est douloureux, c'est dur d'aller vite et d'être précis. J'ai pas aimé et j'ai pas eu envie de bosser ça plus loin du tout. C'est un gros dommage. Et pour les grosses réussites, The Legend of Zelda et Cause of Wisdom, largement. J'ai bien aimé Breath of the Wild et Tears of the Kingdom m'est tombé des mains. Il faudra que je le continue, que je retrouve où j'en suis et que je vais le terminer avec la version Switch 2 et ses petits bonus, sa petite carte par exemple interactive qui va m'aider. Mais on a toutes les bonnes idées de ces jeux-là dans un jeu Zelda 2D à l'ancienne. Alors j'adore les Zelda 2D à l'ancienne. Phantom Hourglass et A Link Between Worlds, oh, et bien sûr Link's Awakening, j'adore les trois. On retrouve un peu des idées de gameplay et de forme, et des trucs chopés dans les Zelda 3D récents. C'est trop bien. J'ai fait le jeu à 100% en 25 heures. C'est suffisamment libre et guidé à la fois. J'ai fait son final de 7 heures, c'était génial. Découvrir la map, ses méthodes et ses fonctionnements, ça marche bien. Même si, du coup, ben, le fait de donner plein d'outils différents, c'est un peu casse-gueule. Tu peux assez facilement te retrouver avec des outils qui sont utiles un peu tout le temps et sans doute pas comme ils le veulent à la base. Mais écoute, ça se prend. Hein. Et deuxième gros top, il s'agit de Chained Together. J'ai adoré le jeu. Découvert pour la Zilan, kiffé en spectateur, même si, du coup, bah, comme c'est du speedrun, il y a beaucoup de runs parfaites, dirons-nous, pendant le live, et donc c'est pas très intéressant. Mais dès qu'il y a une erreur ou un coup de stress, ça marche bien. Mais c'est surtout à découvrir, c'était fun. La montée en solo, j'aime bien. Moi, j'aime bien les jeux de plateforme. Et en multi, c'est rigolo aussi. Avec des checkpoints pour pas trop rager, certes. Parce que, bon, je suis pas non plus un hardcore gamer. Mais ouais, ça marche bien. Plateforme à l'ancienne. Ce qu'il faut, truc embêtant. Ça marche bien, je prends. Ensuite, pour la partie comics, j'en ai lu 46 différents, mais on peut les séparer en 3, en 5 séries différentes. Je vais citer Doctor Who, qui n'a eu que un volume pas très convaincant, à voir la suite. Marvel Must Have, que je lis assez régulièrement, on essaie d'en avoir 3 par mois pour avancer la collection. On approche de la fin, on va dire, vu qu'on est à 90 sur 110, un truc comme ça. Pour une moyenne assez moyenne, à 3,36 sur 5, mais avec des grosses réussites et des gros ratés. On va citer ça vite fait. Gros coup de cœur pour Ghost Rider, Enfer et Damnation, pour Marvel Zombie, la famine, pour Sentry, la sentinelle, pour Silver Surfer, Requiem, pour Wolverine Ennemi d'État, pour Daredevil Jaune, Wolverine Old Man Logan et Hulk Planet Hulk. Assez logiquement, que des trucs centrés sur un seul personnage, avec des sujets hyper humains, que ce soit dans sa présentation dans sa première œuvre ou sur une œuvre plus avancée. Tant que c'est humain et très centré sur lui, ça marche super bien à chaque fois. Et gros échec pour Mytho, notamment, qui est très raté. Et ensuite Kika, ce qui est plutôt efficace sur ces 3 volumes. Voilà. En flop, par contre, on a The Boys, avec ses 3 derniers volumes également. Il y en a 2 où j'ai mis la pire note possible, les 5 et 7. Ah franchement, The Boys en comics, c'est turbo chiant. Je sais pas comment c'est possible d'avoir fait une série aussi bien derrière. Après, j'ai pas vu la saison 4 elle est nulle, voilà. Par contre, grosse réussite pour les Tortues Ninja. J'avais découvert un peu par hasard le comics, adoré le volume 6, c'est à lui que j'ai mis la meilleure note, je crois, donc la note maximale. Mais même le reste, ça suit très bien. J'adore ce comics Tortues Ninja.
Il y a beaucoup de sujets, on revoit souvent les mêmes méchants qui tournent un peu en rond, mais au niveau des personnages, des visuels, des idées apportées et de l'évolution globale, ça marche très bien. Je suis très heureux quand un nouveau tome arrive. Donc franchement, ça, aucun regret de m'être lancé dedans. C'est des gros volumes, mais c'est très intéressant. Ensuite, on a la partie film avec 82 films différents. Et on peut pas faire de classement non plus parce que je n'ai pas de saga complète. On a pas mal de suites par-ci par-là, mais j'ai pas vu le volume précédent cette année-là. Cette année-là! Donc c'est comme ça. Donc on va citer en vrac et très rapidement tout ce qui n'est ni un top ni un flop, histoire de leur donner une seconde d'attention. Mars Express, Gladiator 2, Wicked, Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim, Le Dernier des Juifs, La Fille de son Père, Scandaleusement Vôtre, Conclave, L'amour au présent, Flow, Je ne me laisserai plus faire, Et plus si affinité, Frère, Sonic 3, À son image, Nosferatu, Vaiana 2, Borgo, Bis Repetita, Le Tableau volé, La Chimère, Le Successeur, Rosalie, Late Night with the Devil, The Gorge, La Bête, Le Deuxième Acte, Le Jeu de la Reine, Civil War. Compagnon, Noubles les Arcanes Ultimes, Sous le vent des Marquises, Afternoon Class, Lost and Found, One Small Step, Spring, La Noria, Emilia Perez, Kinds of Kindness, Only the River Flows, Mourir en not mourir. À bord de Darjeeling Limited, Marquis, La Passion de Jeanne d'Arc, 28 jours plus tard, Tu ne mentiras point, Menace au sommet, The Phoenician Scheme, Helio, Superman, L'accident de piano, Dangerous Animals, Dragon, Lilo et Stitch, Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, Captain America Brave New World, Thunderbolts, The Marvel, K-pop Demon Hunters, Destination Finale Bloodlines, Ballerina, Les 4 Fantastiques Premiers Pas, Rushmore, Chien 51, Yoroi, Arco, Insaisissable 3, Running Man, The Utopie 2, Wake Up Deadman, Avatar 3. Qu'est-ce que c'était agréable. Du côté des gros flops, on a Elias, un film que j'ai découvert sur Canal, à l'époque où j'avais Canal, et où j'avais le temps de regarder absolument tous les films sur Canal, qui étaient quand même notés plus de 3 en moyenne, entre Allociné et Letterboxd, histoire de pas me retrouver à regarder vraiment tout et n'importe quoi. Là, c'est un film d'action que j'ai trouvé extrêmement vide. Les batailles sont nazes. Bon, c'est pas ça que je viens chercher de base, mais ça aurait pu être au moins la consolation. Là, c'était nul et raté. Et bah, ça s'attarde sur rien, quoi. On nous ment sur les révélations. Le personnage est inexistant. Il adopte une fille. C'est vide de fou. En flop, il y a également eu Megamind versus The Doom Syndicate. Et ça me fait mal. Megamind, je l'ai pas revu cette année, mais j'ai déjà vu plusieurs fois. Même, des fois, je fais des longues soirées cinéma, en bouche, je fais Oh, un petit Megamind pour kiffer et finir sur une bonne note. Parce que c'est un film qui me fait beaucoup rire et que j'aime beaucoup. Là, c'est une suite direct to VOD une quinzaine d'années après. Ça pue la merde. C'est terriblement laid. On récupère que 3 anciens personnages et ils racontent rien du tout. Ça prend le problème des personnages à l'envers et ça raconte donc très mal les choses. C'est pas drôle. Les nouveaux personnages, ils sont ridicules et vides. Rien de bien. J'ai passé un horrible moment, je suis trop dégoûté. Flop aussi pour Mufasa le roi lion. Je n'avais aucune attente, mais ça n'a aucun intérêt. La façon dont c'est raconté avec une voix off et un truc dans le présent, c'est inintéressant, ça n'apporte rien. Si ce n'est pour découper et te faire poser des questions sur le point de vue de celui qui raconte, mais c'est pas très intéressant. Et l'histoire en elle-même, bah. Il est tout seul, il se trouve un frère, le frère est trahi parce qu'il y a une meuf. C'est pas beau, c'est très bizarre quand ça chante. Je comprends pas le principe. Franchement, faut arrêter ça tout de suite, s'il vous plaît. Et le dernier flop, qui a eu lieu en mai, donc ça va quand même depuis, avec Hôtel Chevalier. Et encore juste un peu difficile. C'est un court métrage pour introduire le film de Wes Anderson à bord du Darjeeling Limited. Ça n'a juste aucun intérêt. Parce qu'on a un des frères qui est très en difficulté avec ses relations pendant tout le film, mais on la voit pas, juste il en parle. Et là, on la voit dans ce court métrage. Ça n'apporte rien. Juste, bah, il aurait pu être dans le film, tu vois. Ça a passé comme introduction du film ou un moment dans le film. Je sais pas quoi en faire. En top, on a évidemment le robot sauvage. Super dessin animé, très touchant, très beau. Bordel, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas
très novateur ou poussé au niveau de ce que ça raconte, hein. C'est un robot qui apprend de la nature, qui aide la nature et qui ensuite va à l'encontre de tous les robots pour sauver la nature. Du basico-basique, retour à la nature, mais ça marche bien, les personnages sont trop attachants et ben, le fait d'essayer de créer une famille, alors que c'est que des personnages dysfonctionnels et qui ont pas vraiment de lien entre eux, voire même des liens négatifs à la base, ça marche très bien, je prends volontiers. Super DreamWorks, continuez comme ça. Peut-être qu'ils ont continué comme ça, hein. Il y a toujours Dogman que je dois regarder, que j'ai toujours pas pris le temps. Ça me fait envie, j'aime bien le style visuel, ça n'a rien à voir. J'ai peur que ce soit juste un peu drôle sans plus, quoi. Gros top aussi pour The Substance, bien évidemment. C'était dans mon arc découverte des films qui étaient aux Oscars 2025. Arc que je n'ai jamais terminé, j'ai abandonné en chemin, j'en avais vu 6 sur 10, je crois. Mais j'ai vu celui-là, et ça marche trop bien. Les visuels sont impactants, les sujets sur le corps des femmes, leur utilisation volontaire, forcée, subie, et sur la publicité, ça marche très bien. Et ouais, le côté body horror, c'est dérangeant ce qu'il faut, sans être terrifiant, et en collant bien au dysmorphisme et au fait de devoir travailler constamment pour pouvoir rester la plus belle, la plus fraîche, la plus jeune. Parce que ben, à la télé et sur les métiers d'image, ça va vite. Déjà que de base, le physique c'est un gros sujet. Voilà, c'est politique et c'est bien, donc bah banger, hein, tout simplement. Gros top également avec Mickey 17. C'est mon 4ème Bong Joon-ho. Je l'aime moins que Snowpiercer et Parasite, mais plus que Okja, je crois. Mais ouais, la fin est un peu lente, un peu longue, mais j'aime beaucoup cette idée d'avoir de la main-d'œuvre clonée et oubliable. C'est un bon sujet de science-fiction et un bon sujet de sociaux également. Parce que, ben, comment tu traites un clone en boucle, comment tu traites la classe inférieure, et comment réagit la classe supérieure quand ce système-là se rebelle un petit peu. Ça marche bien, il y a de la SF, il y a pas mal d'humour. J'aime beaucoup le casting, j'ai passé un super moment. Mais ouais, pour du Bong Joon-ho, on aurait pu avoir un peu mieux. Mais ça reste un top. J'ai eu un petit arc court-métrage lancé après ma découverte de la chaîne Le Puits Animé sur YouTube, qui m'a offert de Lost and Found, qui est juste trop mimi, avec de la stop motion en pâte à modeler. L'eau est super bien fait, c'est terrible de faire de l'eau aussi belle en stop motion. Et de voir deux potes prêts à tout pour sauver l'autre, quitte à se sacrifier dans un sens ou dans l'autre. C'est mimi, c'est rapide, c'est magnifique, je prends. Et le deuxième que j'ai adoré, c'est The Legend of Pipi. Il a dit pipi. Voilà, évidemment. Très bon moment également. C'est de l'animation en 2D. C'est bizarre juste quand le personnage se rapproche de nous, mais tout le reste marche trop bien. C'est super drôle, parce que c'est un chat chevalier qui veut sauver une princesse tout simplement. Mais c'est juste plein de gags et plein d'idées d'animation, c'est trop fort. J'ai passé un super moment. En long métrage, ça aurait été beaucoup trop chargé. En court métrage, c'était trop intéressant à découvrir. Justement, en parlant de long métrage beaucoup trop chargé, en top, on a également Mind Game, qui était trop bien. Il y a tellement d'idées visuelles dans ce film d'animation japonais, et tellement d'idées trop bizarres, constantes et qui varient, ça ne peut vieillir à aucun moment. C'est pas parfait dans ce que ça raconte. La forme est tellement intéressante et tellement folle, j'ai passé un excellent moment. Et en plus de ça, bah on a quand même des bons persos qui se posent des questions sur la mort et sur le fait d'oser vivre. On a une belle aventure, on a des putains de scènes d'action, on a une repompe de Pinocchio, c'est excellent. Tu t'attends à rien de ce qui arrive, et à chaque fois tu te prends des claques en boucle,
alors que le film a 17 ans. En top, on a également Les Bad Guys 2. Mais du coup, je me questionne ce fait qu'il y a eu 3 films DreamWorks cette année. Enfin, techniquement, avec. Non, ok. Le Robot Sauvage était en fin d'année dernière, et cette année, il y a eu Dogman et les Bad Guys 2. Et Megamind, c'est pas eux. Et bah, franchement, GG DreamWorks pour les trucs récents. Bad Guys 2, c'est Zootopie 2, mais en plus fou. Le rythme est excellent. Il y a des super gags qui sont utilisés plus tard et qui font des bonnes surprises. Le final a des idées de dingue au niveau du décor, des persos et du propos. Rien à redire, j'adore cette saga. Je les veux, tout simplement. Je veux plus de Bad Guys dans ma vie. Et dernier top de film, c'est L'île aux chiens de Wes Anderson. J'en ai découvert 4 des films de ce réalisateur cette année, je crois. L'île aux chiens, c'est largement celui qui m'a le plus marqué. Encore une fois, c'est de l'animation, la stop motion, je crois que j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup plus que des films en plus de vue réelle, j'ai l'impression, niveau nombre et réussite. Non, c'était trop bien. Il y a du Japon, la stop motion, du Wes Anderson, il y a plein de trucs qui me plaisent, et surtout, ben, la stop motion, ça apporte beaucoup de liberté artistique qui colle très bien son style. Ça marche trop bien, et ouais, je suis pas fan de chiens du tout, mais ils sont super touchants entre eux, à chercher leur identité, parce qu'ils ont été abandonnés, à chercher qui protéger, à qui se fier, ça marche bien. Et en plus de ça, bon, le côté écologique derrière et volonté de cacher ses erreurs et de mentir dans tous les sens, c'est pertinent, ça fait plaisir à voir. Et enfin, il reste la partie manga. Comme j'en ai lu 230, on va pas parler de tout en détail. Ils sont rangés par série, il y en a 48, c'est déjà pas mal. Et triés par note moyenne. Je vais parler rapidement du flop 10 et du top 11, parce qu'il y en a 7 qui sont égalité à la cinquième place. Et donc, on va citer en vrai que toutes les autres séries que j'ai eues, dont je vais pas parler en détail, que sont Jojo partie 4 en entière, Glouton et Dragon en entière, Jojo partie 6 en entière, Jojo partie 5 le début, The Lazy Samurai, Fortnite of the Apocalypse, The Heroic Legend of Arslan, Yawara, Jojo Bizarre Adventure partie 3 en entière, Jojo Bizarre Adventure partie 9, One Piece, Blue Lock, Kengan Omega, la fin de Earth Gear, Spy X Family, Brisé par ton amour, Dan Dadan, Orient Samurai Quest, la fin, Whisper in the Dark, Mob Psycho 100, la fin, Kemuya Ride, No Longer Rangers, Les cours au savoir, Les chefs de Lovecraft, Kingdom Hearts 2 en entier, Les légendaires sagas, Tales of Demons and Gods, qui est celui où j'ai lu le plus de volumes avec 27 dans l'année, pour une moyenne de 2,30 sur 5 possibles. C'est pas dingue dingue. Au niveau du flop, on va partir de la 39e place égalité. On a 2 volumes de One Punch Man. Je n'en peux plus de cet arc narratif de la guerre contre le repère des monstres. C'est long, ça raconte plus rien depuis les 3 premiers volumes, parce que ça se répète dans tous les sens. Les personnages sont inexistants. On se fait turbo chier. On approche de la fin parce que c'est le dernier combat. On ne sait pas combien de temps il va durer, mais au moins après ça on sera débarrassé. Est-ce que le combat va être impressionnant visuellement? Oui. Est-ce qu'il va être intéressant ce qu'il raconte? Je suis pas sûr, parce que Garo, ça fait un moment qu'il est sur le devant de la scène et qu'on a bien fait le tour du personnage. Ensuite, Azadora, un seul volume, je pourrais plus dire pourquoi il y a cette note là, sans doute juste que ça fait longtemps et que ça n'avance pas assez au global. Le volume bonus de Dr. Stone, bah, c'était pas bien. En même temps, Dr. Stone, ça a assez vite arrêté d'être bien parce que c'est ultra redondant et ce côté RPG, ça colle pas très bien à la lecture. Eden Zero et son dernier volume, bah, Eden Zero, c'est hyper aléatoire. J'ai pas trop aimé la première saga, la deuxième marchait beaucoup mieux au niveau des personnages et des enjeux.
la troisième aussi, et la finale, plus rien, parce qu'on est revenu en arrière dans le temps, et que le but c'est de sauver tout le monde. Et bah tout le monde est sauvé, sans que ça raconte rien dans cette boucle-là. C'est un petit peu dommage. Et Magus of the Library, même problème, un seul volume, mais c'est que ça fait méga longtemps. Je n'étais plus dedans du tout. Ensuite, 44e, nous avons A Couple of Cuckoos, avec 6 volumes pour une moyenne de 1,83. C'est vraiment terrifiant comme moyenne. Mais en même temps, on se fait bien chier dans le manga. Ça tourne très en boucle avec une page finale où tu te dis Ouah, il va se passer une révélation de dingue ou un gros changement. Ça en parle pendant un chapitre dans le volume d'après. Et après, bah, t'as un volume entier de remplissage. Jusqu'à la prochaine grande révélation qui va encore rien changer. Et même les précédentes me saoulent un peu. Il y en a une, bah, c'est littéralement sa sœur où c'est hyper gênant. Il y en a une, l'artiste, j'ai jamais réussi à être attaché. Et il y en a une qui sait tellement pas ce qu'elle veut entre sortir avec lui et fuir que c'est trop compliqué. C'est beaucoup trop long, j'espère que ça se termine bientôt. 45e, on a 3 volumes de Chainsaw Man pour une moyenne de 1,33. Bah, Chainsaw Man, c'est beaucoup trop aléatoire. Je pense qu'en enchaînant, c'est sympa, mais en volume par volume, c'est tellement aléatoire, je trouve ça compliqué d'apprécier à chaque fois. Et cette deuxième partie, je la trouve trop décousue. J'aimais beaucoup le début, j'aimais beaucoup Ayakaza. Là, on est trop sur Denji, ça me plaît moins. Je sais même pas expliquer pourquoi, juste j'en suis loin maintenant. Et les 3 derniers à 46 égalités. King's Game Spiral, que je me suis fait en entier, et qui pue la merde. Rien d'intéressant. Euh, Beaucoup de répétitions des parties précédentes. On apprend rien de nouveau. Et les jeux et les personnages sont juste dégoûtants pour être dégoûtants, et c'est vraiment vide de fou. Et comme le gore, bah, j'ai plus 1 an et demi, bah, ça me passe bien au-dessus. Et Grégor, 2 volumes, c'est compliqué. Le rythme de parution est lent. C'est trop chargé. Ça me plaît pas du tout. Et ça fait un moment que ça dure. Va peut-être falloir dire bye bye à un moment. Et en plus de ça, on a eu un changement de partie, je crois, c'est 2 gros volumes. Donc on a eu un gros volume conclusif et un gros volume d'introduction. Donc on fait le tour de plein de sujets et pourtant c'est quand même pas bien. C'est fou. Et Shaman Kings de Superstar, bah, les mêmes problèmes qu'Egrégor littéralement. Trop de choses, mauvais rythme, les personnages sont inexistants alors qu'il y a plein de sujets en même temps. Et en plus de ça, ça termine le manga comme ça, pour en lancer un nouveau encore prochainement. Donc je pense qu'on va plutôt remonter et parler des tops. Tout d'abord, on a Dreamland, égalité à 5ème place. Il y a eu un seul volume, mais je l'ai bien kiffé. Je pourrais plus dire maintenant ce qui s'y est passé, j'ai bien oublié depuis la lecture. Mais c'était un bon moment, donc bravo Dreamland d'avoir réussi à bien passer avec un seul volume. Ça aide d'en avoir qu'un, mais il y en a qui en ont qu'un, ils sont très bas, donc il faut que le 1 soit bien. Shou A Shoten, euh, 5ème égalité aussi, avec 2 volumes. Je passe un bon moment. Découvert juste parce que c'est dessiné par Obata, et que c'était vendu pour un truc similaire à Bakuman. On a des duos qui font de l'humour, on est sur un arc très long, j'ai peur que la fin s'essouffle. Mais pour l'instant, la présentation des duos, de leur histoire et de leur construction, c'est toujours hyper attachant, humain et original. Donc je prends, je passe un bon moment. Ça va pas être très long, plus c'est en 11 volumes, ça fait plaisir. 5ème égalité également, les 2 derniers volumes de My Hero Academia. La conclusion du manga est très forte. En même temps, le manga est très fort tout le long. Hormis le combat entre la classe B et la classe A au volume 22, un truc comme ça, il n'y a pas un seul arc que j'ai trouvé en deçà que je n'ai pas aimé. Il y a plein d'arcs que j'ai adorés, et là, le final, franchement, il rend bien. Les combats finaux sont intéressants, ce que ça apporte au personnage aussi, et l'épilogue qui est assez long pour faire un tour des personnages et de la conséquence des actions, franchement, nickel, hein, je prends. Et je sais pas qui peut se plaindre de cette conclusion, et qui peut trouver ça difficile de terminer. Là, c'est bien terminé,
Ça a bien utilisé les indices laissés en suspens, et les personnages aussi, et tout roule, hein. Kingdom également a 2 volumes pour cette 5e place. Le rythme de parution de Kingdom maintenant est terrifiant, hein. 2 volumes sur 1 an, ça pique quand on en a eu, c'était 4 tous les 2 mois, donc 24 par an. Ça pique un peu d'en avoir plus que 2, mais les 2 volumes étaient cool. On s'est un peu éloigné de cette gare de Zao qui s'est allée un peu et qui s'est perdue un peu, pour se recentrer sur d'autres sujets un peu plus civils et originaux. J'ai adoré ce passage. Je sais pas si ça durera longtemps, mais là c'était des très bons volumes. Pour être les seuls de l'année, je prends. Sakamoto Days bien classé aussi, avec 4 volumes. Ça continue à être mon manga de pure action préféré, parce que c'est complètement zinzin au niveau des dessins, au niveau des chorégraphies, au niveau des idées. Et ça se permet en prime d'avoir des personnages attachants qui continuent d'évoluer et d'interagir, et d'être assez prenants. Franchement, Sakamoto Days, une valeur sûre encore et toujours, hein, ça bouge pas. Dernier volume, non, je crois qu'il en reste un. Encore un volume, encore une série 5ème égalité. Il s'agit des 5 premiers volumes de Sanda. Je suis vraiment dingue du travail de Paru Itagaki. C'est une singerie d'être aussi forte à chaque fois. Beastars, c'est un banger tout du long. Beast Complex, c'est un bon supplément intéressant. Et la Sanda, c'est un peu en dessous, mais c'est très bon aussi. Cette histoire de Père Noël qui est en fait un enfant d'école primaire, c'est très facile pour être super humain et ça marche bien. Ça parle de la jeunesse et de la peur de vieillir, ça parle d'amitié dans tous les sens, ça parle de puberté et d'éloignement dès qu'on est un peu différent, et il y a des sujets difficiles, hein, la peur de vieillir tellement qu'on change complètement de corps quitte à se détruire, le danger du refus global de grandir, les enfants qui sont sans aucun rêve et qui en viennent à tuer des humains pour ressentir un petit peu quelque chose. Franchement, toujours aussi efficace. Ensuite, c'est Demande à Modigliani, qui est également 5ème, avec ces 5 volumes que j'ai lus très récemment et dont j'ai parlé très récemment. Élèves en école d'art, du slice of life, plein de questionnements sur l'art, la passion, le fait de trouver de l'argent à côté, le soutien de la famille, le fait de se donner à fond, le message par l'art, plein de sujets qui me parlent beaucoup. Je suis pas un artiste, mais bon, je crée plus ou moins du contenu régulièrement depuis 2019. Donc c'est des trucs qui me parlent pas mal, on va dire. My Home Hero, 4ème au pied du podium, avec 4 volumes qui sont très bien classés. Je kiffe toujours autant. Il ne reste plus qu'un seul volume avant d'arriver à la fin. Le thriller a eu des moments de longueur conséquents, parce qu'il y a beaucoup de personnages et ils aiment bien jouer avec le suspense. Même l'arc final, là, il est un peu long parce qu'on se lance dans l'action finale, découvre ce qui s'est passé pendant l'ellipse avec notre personnage principal, avec ses alliés, avec ses adversaires. Ça prend du temps, mais c'est toujours intéressant, il y a plein de bonnes choses. Je lis et regarde peu de thrillers, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais celui-là, j'aurais passé un super moment avec quasiment tout du long. Avec une jolie médaille de bronze, on retrouve Undead Unluck. Toujours un peu mitigé et en deçà de ce que ça a pu être, parce que cette deuxième saga est un petit peu lente, avec ses facilités dans tous les sens, et sans grand nombre de personnages, qui sont tous heureux facilement. Mais en même temps, bah, c'est le but de la partie, c'est bien fait, ça reste des bons personnages, et il y a quand même le strict minimum d'enjeux et de difficultés. Encore plus dans les volumes de cette année, je prends, très bonne médaille de bronze, et normalement, dernière année pour celui-là aussi. Normalement, vu que je sais plus beaucoup de nouveautés, et qu'il y a pas mal de mangas qui se terminent petit à petit, ça devrait ralentir. Ça fait plaisir aussi. Et médaille d'or partagée pour Bota Bota et Yomotsu Egui,
qui sont aidés par le fait d'être des one-shot, donc tu peux pas être rabaissé par des volumes un peu plus mauvais plus tard, mais les deux sont excellents et m'ont fait passer un super moment. Deux auteurs que j'aime beaucoup, Bota Bota, c'est Paru Itagaki encore, et Yamotsu Egui, c'est Kakizaki, donc l'auteur de Bestiarius, de Rainbow. Et les deux marchent trop bien, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même enjeu, hein. Juste une meuf qui saigne du nez au moindre contact physique, et ça parle des relations toxiques dans tous les sens, des mensonges, des parents qui mettent une pression de dingue, des trahisons dans le couple, de ne pas être soi, c'est très intéressant et hyper humain comme tout ce qu'elle écrit. Et Yomotsu Egui, c'est de l'action entre créatures Cthulhuesques, mais portée par une Adelphi qui n'osent pas avouer les problèmes qu'ils ont eu à se protéger les uns les autres tard l'époque. Et on a un personnage hyper humain qui appréhende cette situation, essaye d'impliquer sa famille avant de regretter, qui essaye d'aider un duo hyper attachant, puis qui essaye de comprendre tout le monde, c'est très réussi. Méga lecture de cette. Terminé en parlant rapidement de 2026, je ne vais faire aucune promesse parce que depuis 2019 que je suis Komorebi, je sais que les promesses, j'ai bien du mal à les tenir, et même les trucs de longue haleine qui me font plaisir, j'ai du mal à aller au bout. Donc on va y aller mollo, juste dire des envies par-ci par-là. Côté perso, l'appart me va très bien, voir jusqu'où mon contrat va me mener et ce que je vais foutre après. Je sais pas encore vraiment ce que je vais chercher, mais j'espère que ça me laissera le temps d'être Komorebi, parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait méga plaisir. Donc j'espère pouvoir être régulier sur le podcast en enregistrant petit à petit toutes les semaines et en pouvant sortir ça en temps et en heure. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir de parler d'œuvres que je découvre. Que ça me laissera le temps, en plus de ça, de pouvoir live, au moins un petit peu de temps en temps, pour parler escalade, pour parler cinéma, pour parler manga, pour jouer à pas mal de jeux que j'ai dans mon backlog et que je ne touche pas du tout parce que je joue très peu sur PC en dehors des lives. C'est aussi pour ça que c'était intéressant pour moi. Peut-être d'autres types de vidéos liées au manga, parce que quand j'ai déménagé, j'avais beaucoup trop de mangas, c'était une infamie à déménager tout ça. En plus, sur mes 4 étagères, il y en a une qui est remplie à ras-bord ici présente. Alors j'ai même pas de séries d'occasion qui sont encore rangées genre devant les autres, mais ils sont pas vraiment genre placés dans la rangée. Donc ça va déborder dans la deuxième bientôt. Donc voilà, j'en avais trop, fallait pas. J'avais dans la mentalité d'en vendre. Depuis, j'ai fait qu'acheter plein de trucs d'occasion. Donc il serait bien que je fasse un tour de mes séries terminées. Pour l'instant, j'ai pas encore le mental pour me débarrasser de séries en cours. Mais relire une bonne fois pour toutes, faire une bonne analyse gaguesque de la série dans son entièreté, ce qui serait ça la vidéo, avec le questionnement final qui est: est-ce que ça mérite sa place dans ma collection ou est-ce que ça peut dégager? Et si ça peut dégager, je le propose à mon frère, avec qui on partage un peu la collection. Sinon, bah hop, ce qui serait un truc intéressant, je pense, un peu cool, qui me forcerait à relire des trucs que j'ai pas eu depuis longtemps et à faire du tri. Voilà, ça en projet. Est-ce que ça arrivera? Quand est-ce que ça arrivera? On verra bien. Et sinon, de l'escalade, en masse, en essayant de pas se blesser. Peut-être ajouter de la natation, ça me fait envie récemment. Ça me permettra de reposer les muscles tout en faisant un effort différent et complet aussi. Et voilà, tout ce que j'ai en tête pour l'instant c'est pour 2026. C'est pas énorme, mais je suis pas quelqu'un de très poussé sur le futur, donc c'est déjà pas mal pour moi. Et bien voilà qui termine cet épisode spécial. Vous me direz comment ça rend, si ça vaut le coup que j'en fasse un identique l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, à me parler vite fait de votre année 2025 en termes de top, flop ou en trucs perso qui peuvent se partager. On se retrouve dimanche 25 à 15h pour l'épisode sur la semaine 1, qu'il va falloir que j'enregistre d'ici là. Logiquement, retour en stream possible se rapproche de plus en plus, car je suis
bientôt à jour côté podcast. On verra si ça se fait ou pas. Plus de promesses. On abandonne ça. D'ici là, portez-vous bien. Faites-vous plaisir. À Comoré bientôt.